On a vu les essais précliniques, les essais cliniques, et maintenant on arrive à l'autorisation de mise sur le marché. Bonjour à tous et bienvenue sur Pastapass, la chaîne de podcast qui vous aide à réviser vos études de santé. Et aujourd'hui, on va parler de l'AMM. C'est bon, on est enfin arrivé au niveau du cours sur l'AMM. Alors l'AMM, L''AMM, pour autorisation de mise sur le marché. Et au fait, en disant ça, on a un peu dit ce que c'était et ce à quoi ça sert. J'ai besoin d'avoir, littéralement, une autorisation pour me mettre sur le marché. Un rappel de plus, s'il était nécessaire, pour comprendre que le médicament n'est pas un produit comme les autres. Si tu connais la chanson, tape dans tes mains. Donc, au fait, le médicament est un produit particulier, on le répète encore une fois, parce que premièrement, celui qui le prescrit n'est pas forcément celui qui le consomme, prescripteur versus patient. Celui qui le consomme n'est pas forcément celui qui le paye, patient versus sécurité sociale ou organisme de mutuelle, ou la CMU. Et celui qui décide de le mettre sur le marché n'est pas celui qui a eu il faut une autorisation, pour le mettre sur le marché. Donc vraiment, c'est spécifique de chez spécifique de chez spécifique. Demain, je vais vouloir commercialiser, je sais pas moi, des téléphones, des appareils photo, du linge, des meubles, des rideaux, who cares. Je me mets sur le marché si je veux me mettre sur le marché. Je pars, je crée un petit site internet, bonjour, achetez-moi ce truc, je fais du dropshipping, lol. Voilà, ça s'arrête là. Mais le médicament, t'as besoin d'avoir l'autorisation qui te dit, ok, tu peux te commercialiser. Let alone, on va pas encore. Let alone, pourquoi j'ai dit ça en anglais? Je sais pas. Et encore, on n'a pas encore parlé du prix, on n'a pas encore parlé du remboursement, parce que, encore une fois, le médicament est un produit particulier, on connaît la chanson, et du coup, c'est un produit dont le prix n'est pas librement fixé par l'industriel. Bien sûr, je ne parle que des médicaments remboursés. Les médicaments non remboursés, les industriels, ils font un peu ce qu'ils veulent sur le prix. Mais sur les médicaments remboursés, vu que c'est l'État qui va rembourser une partie du médicament, on peut pas te laisser dire en mode alors, moi j'aimerais bien qu'il coûte 1,5 milliard. Ouais, that could be fun. Merci de me régler par chèque ou par virement. Merci, bisous. Non, voilà. Donc il faut qu'il y ait quand même une certaine régulation des prix. Et ça, c'est ce qu'on verra dans les cours d'après. Donc là, on est encore sur l'AMM. Une fois qu'on obtient l'AMM et qu'on se met sur le et encore, on n'est pas encore sur le marché réellement parce qu'on n'a pas eu le prix. Donc dans ce cours-ci, on va parler de la première partie de l'AMM. On va parler de l'AMM nationale, centralisée, décentralisée et de reconnaissance mutuelle. Dans le cours qui suit, on va parler des autres procédures d'AMM, notamment pour les médicaments homéopathiques, génériques, orphelins, les accès précoces, etc. Et dans le cours qui suit par la suite, c'était ridicule. Et dans le cours qui suit, on parlera donc de ce qui viendra après l'AMM, c'est-à-dire la fixation du remboursement, coucou la Haute Autorité de Santé, et la fixation du prix, coucou le Comité économique des produits de santé. Mais bon, j'en dis pas plus, on verra ça dans la suite des cours. Ok, donc, je suis un industriel, j'ai fait mes essais précliniques, j'ai fait mes essais cliniques, j'ai fait ma phase 1, ma phase 2, ma phase 3, ok, j'ai testé, je suis quand même assez satisfait, il y a eu de bons résultats, c'est sympathique, c'est sympatoche, et ben maintenant je vais aller faire toc toc auprès de l'agence compétente, ou des agences compétentes, et je vais m'amuser à demander est-ce que je peux mettre sur le marché. Ok, donc, maintenant que j'ai fini de faire toutes mes études, je peux avoir un suffisamment bon dossier à monter qui vient justifier de 3 critères absolument nécessaires pour les médicaments, ces 3 critères étant la qualité, la sécurité et l'efficacité. La qualité, premièrement. La qualité pharmaceutique, c'est le fait de savoir que ce que je fais, c'est de la bonne cam, entre guillemets. Donc, il faut que je puisse parler de sa composition, de quoi il est composé, c'est quoi les excipients, est-ce que c'est un comprimé, est-ce que c'est une gélule, est-ce que c'est une poudre, est-ce que c'est une suspension, une injection. Il faut que je puisse parler de son procédé de fabrication, de son matériau de conditionnement, de la façon avec laquelle je l'ai mis en conditionnement, des contrôles qui ont été réalisés. Donc, en fait, je parle de ça en faisant un petit truc comme ça en 20 secondes sur un audio. Mais il faut garder en tête que l'industriel doit faire un dossier de demande d'AMM, genre c'est vraiment Harry Potter de la saga 1 à la saga 7 fois 10 000, quoi. Enfin, c'est vraiment des paperasses, c'est des tonnes de papier, parce qu'il faut demander, et il faut surtout montrer patte blanche, en mode regardez, j'ai tout fait comme il fallait, est-ce que je pourrais avoir l'AMM s'il vous plaît? Donc là, quand je vous parle de la qualité pharmaceutique, c'est des pages et des pages entières que doivent envoyer les industriels pour obtenir cette AMM, où ils peuvent attester de la bonne qualité pharmaceutique. Quels matériaux ils ont utilisés, dans quelle machine, est-ce qu'ils ont bien respecté les bonnes pratiques de laboratoire ou les bonnes pratiques de fabrication, est-ce qu'ils ont tout fait comme il fallait, est-ce qu'ils ont les bons procédés, la bonne poudre, le bon calibre, la bonne granulation. C'est vraiment quelque chose de très poussé. Donc ça, c'est pour le volet qualité. On se rappelle, il y a 3 volets. Qualité, sécurité, efficacité. C'est un peu le liberté, égalité, fraternité, mais version médicament. Donc, on a vu la qualité, check, c'est surtout la partie fabrication, galénique, forme galénique, production, etc. La deuxième partie, c'est la sécurité.
sécurité, automatiquement dans votre tête, ça fait tolérance et ça fait effet indésirable et toxicité. Quand on dit la sécurité du médicament, ça veut dire que le médicament est safe à être employé. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse un peu cassos. Quand j'étais en PACES et que j'avais révisé le cours sur les opioïdes, la morphine et tout, je lisais une phrase qui s'appelait, qui disait en telle année, nanani nanana, ça a permis d'assurer la sécurité d'emploi des opioïdes. Bien sûr, ça voulait dire qu'on arrive à sécuriser cet emploi dans la mesure où il est safe et on va pas faire des overdoses de fous furieux, quoi. Et au fait, moi, cassos que je suis, j'avais compris sécurité d'emploi égale ah, donc du coup l'opioïde il va pas être à Pôle emploi, il est sûr d'être employé. Ok, super. J'ai compris la sécurité dans l'autre sens, voilà. Bon, tout ça pour vous dire que si vous avez compris un truc de travers, ça vous empêche pas quelques années plus tard de faire un podcast pour pouvoir expliquer aux autres étudiants en santé. Donc, ne perdez pas espoir. Donc, ce qui va se passer au niveau de la sécurité, c'est qu'il va falloir prouver que mon médicament est sécure, donc il est safe, donc il n'a pas de toxicité. Donc à ce moment-là, les études que je vais devoir montrer, la paperasse que je vais devoir envoyer dans mon dossier de demande d'AMM, ce sera plus vraiment la partie galénique, production, etc. Ce sera plutôt la partie toxico. Donc quels ont été mes résultats de la toxicologie préclinique au niveau de mes animaux, quelle a été la dose létale 50, quelle a été la dose qui permet d'observer des effets indésirables, quelle a été la plus haute dose administrable sans observer d'effets indésirables, etc. La NOAEL, donc NOAEL pour Non-Observed Adverse Effect Level, oh yeah, sous-entendu la dose maximale tolérée sans qu'il y ait d'effets indésirables. Et bien sûr toutes les autres données de toxicité qui ont été observées au niveau préclinique. Donc préclinique avant de faire la clinique, donc au niveau des animaux. Mais ça concerne bien sûr tout ce qui a été fait jusqu'à présent, donc pas seulement sur les animaux en préclinique, mais aussi sur les êtres humains, donc en clinique. Là, on ne parlera pas vraiment de la toxicité en clinique, ça serait quand même grave, enfin, ça peut arriver malheureusement, on va surtout parler de la tolérance lors des essais cliniques. Donc, quel a été le risque qui a été observé à l'issue de ces essais cliniques, quels ont été les effets indésirables, quelle a été la gravité de ces effets indésirables, quel a été leur grade, quelle a été leur fréquence, est-ce que ça arrive tout le temps, est-ce que ça arrive une fois sur 2, une fois sur 10, une fois sur 100, une fois sur 1000, quels ont été les types de personnes concernées, est-ce que ça ne concerne que les insuffisants rénaux, que les femmes enceintes, que les personnes de plus de 65 ans, etc. Donc bien évidemment, il va falloir dresser un profil de sécurité extrêmement détaillé pour pouvoir rendre compte de « Ok, je demande mon AMM, mon médicament a des effets indésirables qui sont tac, 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 ils ont été répertoriés avec cette fréquence, avec cette population, avec cette gravité, est-ce qu'ils ont été résolus, quel a été le plus grand effet indésirable qu'on a observé, comment il a été traité ?» Bref, il va vraiment falloir montrer patte blanche. Et je vous rassure, tous les médicaments quasiment, j'ai même envie de dire tous les médicaments tout court, à part peut-être l'homéopathie, il y aura forcément un effet indésirable quelque part. Je veux dire, c'est une substance qui est pharmacologiquement active. Donc malheureusement, il y aura une petite couille dans le pâté. La question c'est, quelle est la taille de la couille dans le pâté ? Si vous traitez un cancer et que « j'ai peut-être un peu mal à la tête avec le médicament », bon, on va dire que le rapport est plutôt en faveur plutôt qu'en défaveur. Enfin, le rapport est plus en faveur plutôt qu'en défaveur. Par contre, si je vous dis c'est un médicament pour venir me soigner un maux de tête, mais que ça peut causer le cancer, là pour le coup il est hors de question de l'administrer. Donc en fait, cette notion de risque, de toxicité, de tolérance, de sécurité, ce genre de choses, il faut forcément la garder en tête avec la maladie qu'on traite. Et je vais vous dire un truc qui va peut-être vous choquer, mais qui va peut-être pas vous choquer si vous avez déjà écouté les épisodes d'avant parce que je l'avais déjà dit. En gros, certains médicaments contre le cancer sont tellement vénères et agissent au niveau du noyau en faisant tellement de saloperies que ce même médicament qui soigne le cancer en s'attaquant aux cellules cancéreuses, il peut produire d'autres cancers. Et donc là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette chose ? Un médicament anticancéreux qui peut venir produire un cancer. Et oui. Mais ça dépend encore une fois de dans quelle situation on se trouve et quel est le risque. Si je sais que cette personne est vouée à mourir dans les prochains mois si je fais rien, est-ce que c'est mieux de ne rien faire et de la laisser clamser la pauvre ? Ou est-ce que c'est mieux de lui donner un traitement et de lui racheter 10 ans ou 15 ans supplémentaires avant que, malheureusement, un cancer suivant vienne ? Donc voilà. Cette notion de sécurité, de risque, de rapport bénéfice-risque, c'est pas une blague, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, qu'il faut assimiler. Il faut bien comprendre la notion de fréquence, bien comprendre la notion de gravité, bien comprendre la notion d'incidence, pour voir si ces notions-là, bien sûr, sont, si ces risques-là sont acceptables ou pas. On ne va pas demander un médicament qui n'a aucun risque, parce qu'à ce moment-là, il n'y aurait aucun médicament sur le marché, à part l'homéopathie. Et encore, ça peut vous faire un risque d'hyperglycémie, donc bon, bref. Il faut garder en tête que c'est pas le risque zéro qu'on recherche, c'est quel est le risque acceptable
qu'on peut accepter, quoi. Quel est le risque qu'on peut accepter pour cette maladie, pour cette indication et pour ce médicament. Il est hors de question qu'on accepte un risque pour un enfant de 6 ans qui a mal à la tête. Par contre, une personne qui est cancéreuse et qui est à 3 mois de mourir, si jamais j'ai un traitement qui peut lui racheter encore 10 ans, on n'est pas sur la même façon de parler. Je sais que ce que je dis a l'air un peu inéthique, un peu dégueulasse, mais il faut garder en tête la vision, on va dire, plus globale du médicament, c'est soigner les gens et améliorer leur qualité de vie. Et donc, si le médicament cause des effets indésirables, mais que c'est moins grave, entre guillemets, que la maladie, ça reste quand même un rapport bénéfice-risque qu'il faut prendre en compte. Ok. Donc là, on était en train de parler de la partie sécurité, toxicité, tolérance. Bien sûr, il y a d'autres notions sur la sécurité. C'est aussi, est-ce qu'il va y avoir un effet lorsque je vais arrêter le traitement? Est-ce qu'il va y avoir un effet rebond? Est-ce qu'il y a des mécanismes de dépendance? Voilà. Oh, j'ai développé de la morphine sur le marché. C'est trop bien, c'est tip top. Il y a des effets indésirables? Oui, avec les effets indésirables. Et autre chose? Ah oui, c'est vrai, il y a de la dépendance. Oui, la dépendance, c'est un effet indésirable. Le risque de se retrouver accro à une substance, le risque de développer une dépendance, etc., bien sûr, ça doit faire partie de ce dossier-là. Et on peut éventuellement d'ailleurs proposer un PGR, un plan de gestion de risque, pour dire, ok, voilà tous les risques que j'ai identifiés, et voilà ce que je propose de mettre en place pour faire en sorte de minimiser ces risques. Fine. Donc, liberté, égalité, fraternité. Qualité, sécurité, efficacité. On a vu la qualité, check. On a vu la sécurité, check. Il me reste l'égalité. Liberté, égalité, fraternité. Non, il me reste la fraternité, donc il me reste l'efficacité. L'efficacité du médicament, c'est le truc qui vous vient le plus naturellement en tête. On a montré que le médicament était produit dans de bonnes conditions, qualité. On a montré que le médicament n'allait pas causer des effets indésirables disproportionnés par rapport à ce qu'il souhaite traiter, sécurité. Maintenant, il faut que le médicament fonctionne, quoi. On fait tout ça pour que le médicament ait une action. On fait pas ça juste pour la beauté de la paperasse. Et donc là, il va falloir parler de l'efficacité du traitement. Donc, dans quelle indication il a été... quelle indication est définie? Est-ce que c'est pour le traitement du lupus érythémateux? Est-ce que c'est pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde en deuxième ligne? Est-ce que c'est pour le traitement du myélome multiple en rechute réfractaire après l'échec du procédé VTD? Voilà, une indication précise de je m'adresse à quelle population de patients qui ont quelle maladie éventuellement après l'échec de telle ou telle thérapie, après l'échec de telle ou telle ligne de traitement. Donc il faut qu'il y ait une indication définie, il faut qu'il y ait une dose thérapeutique qu'on puisse dire. On part chez soit l'ANSM, soit l'EMA pour demander une autorisation de mise sur le marché. On vient pas en mode, on n'est pas au juste prix, on n'est pas là en mode, alors je sais que ça marche, après je sais pas, peut-être que c'est 20 mg, peut-être que c'est 25, écoute, who knows Natacha? Non, il faut venir avec l'information de quelle indication je souhaite traiter, quel patient je souhaite traiter, et quelle dose thérapeutique, dans quelle posologie je propose. Est-ce que c'est un comprimé une fois par semaine? Est-ce que c'est une fois par jour? Est-ce que c'est 2 fois par jour? Est-ce que c'est une injection qui doit être faite au niveau musculaire, au niveau intraveineuse, au niveau intradermique, sous-cutané? Est-ce que ça doit être refait tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois? Est-ce que c'est une injection unique? Bref, tout le schéma posologique doit être évidemment détaillé dans cette demande d'autorisation de mise sur le marché. Et bien sûr, il va falloir parler de cette partie-là, donc de la fraternité, liberté, égalité, fraternité, oui, donc de l'efficacité. Donc, quelle est l'efficacité thérapeutique que j'ai pu démontrer? Je veux dire, c'était quand même un peu le but des essais cliniques. Montrer que le médicament est safe, d'accord, mais aussi montrer que le médicament fonctionne. Parce que si c'est juste pour dire oui, ça marche très bien, il n'y a pas d'effet indésirable, il n'y a pas de risque, oui. On peut tous se retrouver à bouffer des tic-tac, à part prendre un peu de sucre, voilà, et quelques caries, c'est à la fin. Il n'y a pas d'autre chose. Enfin bon, à moins d'abuser vraiment sur le tic-tac et développer un diabète. Mais bon. L'efficacité thérapeutique doit être démontrée, grâce notamment aux différentes études que j'ai faites, les essais de phase 3 notamment. Et donc, il va falloir montrer mon efficacité par rapport au placebo, donc un essai de supériorité. Il va falloir éventuellement montrer mon efficacité par rapport à un comparateur, donc là c'est un essai de supériorité ou du moins un essai de non-infériorité. Donc je peux comparer mon médicament à un morceau de sucre en mode « Hey, je marche mieux que lui », tout comme je peux comparer mon médicament au traitement actuellement donné pour les patients et dire que regarde, je marche à peu près comme lui, voire même mieux que lui. Il faut que je parle de la significativité statistique, il faut que je parle de la signification clinique que ça importe, combien de populations j'ai traité, quelle efficacité j'ai démontré, quels facteurs et quels paramètres j'ai pris en compte. Par exemple, si c'est pour le traitement de
je sais pas moi, pour le traitement par exemple du diabète, est-ce que j'ai réussi à réduire mon hémoglobine glyquée à 6 mois? Est-ce que j'ai réussi à réduire tel ou tel facteur de risque? Est-ce qu'il y a eu un meilleur examen chez l'ophtalmo au niveau du fond de l'œil? Bref, il va falloir parler de tout ce qu'on a fait dans les essais, et il va falloir montrer, voilà les paramètres primaires et secondaires qu'on a développés, voilà ce qu'on cherchait, voilà la dose qu'on a donnée, et voilà l'efficacité qu'on a. Donc cette partie sur l'efficacité, vous l'aurez compris, ça concerne grandement tout ce qui fait que le médicament fonctionne, donc notamment les essais cliniques qui ont été réalisés afin de démontrer l'efficacité thérapeutique, donc en d'autres termes, le fait que le médicament fonctionne. Ok, donc j'ai fait un super turbo giga grand dossier avec Q, qualité, S, sécurité, E, efficacité, QSE. Super, j'ai mon dossier, tout est beau, tout est ficelé, je pense que j'ai un truc assez sympa, et maintenant, il va falloir que je puisse demander mon autorisation de mise sur le marché. Question à 1 million d'euros, je demande à qui? Enfin, c'est pas le père Castor, c'est pas l'abbé Pierre qui va me donner l'autorisation de mise sur le marché. C'est forcément un organisme public. Encore heureux d'ailleurs. Donc, pour pouvoir demander mon AMM, on va faire simple maintenant et on va rentrer un peu plus dans la complexité plus tard, 4 grandes procédures d'enregistrement. On va voir dans ce cours-là les 4 grandes procédures d'enregistrement, à savoir nationale, centralisée, reconnaissance mutuelle et décentralisée. Et dans le cours d'après, on va voir les autres procédures d'enregistrement, on va dire un peu moins fréquentes, tout ce qui concerne les médicaments homéopathiques, les médicaments génériques, les médicaments biosimilaires, les médicaments orphelins et les accès précoces. Ok. Donc, le cas numéro 1, c'est la procédure nationale. Voilà, on va pas chercher midi 14h. J'ai fait un médicament en France, je souhaite le commercialiser auprès des patients français, je vais donc demander auprès de l'institution, auprès de l'organisme public français, donc national, pour qu'il puisse me demander l'autorisation de mise sur le marché. Je suis en France, je suis un pays souverain, je fais ma vie, et roule ma poule. Bien sûr, ce que je dis pour la France est valable pour d'autres pays de l'Union Européenne. L'Allemagne peut faire un truc que pour elle, la Bulgarie peut faire un truc que pour elle, l'Espagne peut faire un truc que pour elle, voilà. On va pas chercher midi 14h, on est vraiment en mode cocorico, je suis François le Français, je ne mets mon médicament sur le marché qu'en France. Je demande l'autorisation d'être sur le marché en France, je ne serai donc sur le marché qu'en France. Et afin d'obtenir cette AMM nationale, il faut que j'aille toquer à la bonne porte au niveau français, et je vais aller toquer à la porte de l'Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé, à savoir l'ANSM. Alors, on avait déjà dit dans un cours précédent, ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, c'est vrai que ça s'arrête à M, l'acronyme. Il n'y a pas PS ou PDS. Et la raison qui fait qu'il n'y a pas le PS de produits de santé, c'est assez simple, c'est que l'ANSM, c'est le nouveau nom, c'est la nouvelle agence qui a remplacé l'ancienne agence qui s'appelait l'AFSAPS. Alors AFSAPS pour Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé, donc là il y a le PS des produits de santé. Et en fait, l'AFSAPS, elle n'a pas forcément géré du mieux, parce qu'il y a quelques années de ça, un médicament était commercialisé en France par les laboratoires Servier. J'ai jamais compris pourquoi on dit les laboratoires, c'est un labo, enfin bon bref, par Servier, et ce médicament s'appelle le Mediator. En gros, le Mediator, c'est un médicament qui était normalement administré pour des personnes diabétiques, mais il y a eu énormément de prescriptions en dehors du cadre de ce pourquoi il était censé être administré. C'est ce qu'on appelle les prescriptions hors AMM, donc j'ai pas respecté ce qu'on avait dit plus tôt, donc c'est-à-dire l'indication. Et en fait, il se trouve que ce médicament-là, il faisait des trucs vraiment pas sympas et qui te bousillait les valves cardiaques. Donc bon, faut pas non plus avoir fait maths sup. Quand vous prenez un médicament qui vous bousille les valves cardiaques, ça peut rarement bien finir. Et malheureusement, ça ne s'est pas bien fini. Entre 1500 et 2100 personnes ont perdu la vie en France, sans compter les personnes qui ont eu des séquelles à vie à cause de ce truc. Donc les laboratoires Servier ont été condamnés, le procès a duré perpète, mais en gros, l'AFSAPS après, elle avait un peu la super chouma et du coup elle a changé de nom, du coup c'est plus l'AFSAPS et ça s'appelle l'ANSM. Non, je vois pas de quoi vous parlez, il n'y a rien eu avant. Et c'est pour ça que maintenant il n'y a pas le PS, parce que sinon ça aurait fait ANSM PS et du coup ça aurait ressemblé un peu à AFSAPS et du coup ça l'aurait pas très bien foutu. Du coup voilà. Nouvelle personne, nouveau look pour une nouvelle vie, c'est un peu comme l'ex qui te contacte avec un nouveau compte Insta. Bref, c'est la même agence mais ils ont changé de nom. Anyway, on revient sur l'ANSM. L'ANSM est donc cette agence nationale qui autorise les produits de santé et qui donne du coup cette autorisation de mise sur le marché. Donc, l'autorisation de mise sur le marché avec la procédure nationale fait que je ne serai commercialisé que dans un seul pays. Je ne vais pas parler de comment ça se passe en Bulgarie, en Lettonie, en Roumanie, en Italie ou en Suisse. Et encore, la Suisse, c'est pas le Royaume-Uni, c'est pas les États. Oh merde, c'est pas l'Union Européenne, pardon. Mais en France, du moins, ça se passe grâce à l'ANSM. Donc,
on communique toutes les informations qu'on a à l'ANSM, on fait bonjour, est-ce que ce serait possible d'avoir l'AMM s'il te plaît, merci, bisous. Et l'ANSM revoit du coup tout ce qui a été envoyé. Ils peuvent éventuellement nous poser quelques questions. Et au final, la décision est prise. Donc il y a 3 possibilités, soit avis favorable, soit demande de complément d'information, soit rejet de la demande. C'est un peu comme Parcoursup, les oui, mais, non, va crever chacal. Voilà, donc soit c'est oui, soit c'est we'd like to say a bit more, et soit c'est carrément non. Donc bien sûr, il faut préciser l'évidence, mais quand on demande quelque chose, on peut avoir la réponse non. Donc c'est pas je demande une AMM, je suis forcé de l'avoir. Je peux avoir une demande de plus d'informations et je peux tout simplement avoir un rejet de ma demande. Voilà, ça arrive. Donc ça c'est pour la procédure nationale, je suis en France, je fais mes petits trucs, je suis commercialisé entre Marseille et Dunkerque, tout va très bien. Maintenant, nous sommes dans une Union européenne et du coup il peut y avoir une autre procédure qui peut être envisagée, c'est la procédure non pas nationale, cocorico je suis François le Français, mais une procédure centralisée. Alors, la procédure centralisée fait qu'il y aura une seule autorisation de mise sur le marché, mais qui sera valable pour tous les pays de l'Union européenne. Et j'insiste sur le tout, T-O-U-S, ou tous si vous préférez, tous les pays de l'Union européenne vont avoir cette autorisation de mise sur le marché. Ou plus exactement, l'industriel va avoir l'autorisation de mise sur le marché pour tous les pays de l'Union européenne. Et donc à ce niveau-là, c'est pas l'ANSM française ou c'est pas l'agence allemande ou l'agence italienne ou belge ou quoi que ce soit qui demande, enfin qui prend la décision. C'est une agence centralisée, donc c'est l'agence européenne du médicament, donc en anglais the European Medicine Agency, donc ça fait EMA. Voilà. Donc l'EMA ou l'EMA, c'est cette agence européenne, centralisée, qui va du coup donner cet avis sur la commercialisation au niveau de l'Union européenne. D'ailleurs, pour être plus exact, c'est pas l'EMA, c'est une partie, enfin c'est un comité de l'EMA qui s'appelle le CHMP, pour Committee for Human Medicinal Products for Human Use, qui va donner son avis, il va la donner à la commission, on la refait. Le CHMP, c'est le comité de l'EMA qui va faire cette évaluation, donc ce sera finalement l'évaluation de l'EMA. L'EMA va donner son avis à la Commission européenne qui va prendre la décision relative à l'octroi ou non de l'AMM. Alors, petite notion de politique. L'EMA ne va pas dire « Ok, le médicament va être donné à tout le monde ». Non. C'est le CHMP contenu au sein de l'EMA qui va faire son travail, qui va dire « Ok, c'est bon ou c'est pas bon », et qui va ensuite communiquer sa décision à la Commission européenne. Et au final, c'est la Commission qui prend la décision. Donc, il va y avoir un État rapporteur, donc c'est l'industriel qui va dire « Toi, je veux que tu sois dans l'État rapporteur », c'est peut-être l'Allemagne, la France, l'Italie, enfin bon bref, un pays de l'Union européenne, plus un État co-rapporteur, bon, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pour la compréhension, mais il faut le savoir pour les QCM un peu piégeux. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, c'est nul de dire ça. Actuellement, il y a 27 pays dans l'Union européenne, puisqu'on était passé à 28 avec la Croatie, moins le Royaume-Uni, on est retombé à 27. Donc si vous comptez 27 pays de l'Union européenne, il y a un État rapporteur, ok. Il y a un État co-rapporteur, ok. Il en reste combien ? Tic-tac, 27 moins 2, ça fait 25. Donc du coup, les 25 autres pays vont bien sûr donner leur avis. Et une fois qu'il y aura eu cette petite discussion, donc tous les États, c'est-à-dire l'État rapporteur plus l'État co-rapporteur plus les 25 autres États, en d'autres termes, tous les États de l'Union européenne, donc on va pas faire la liste, mais voilà, Portugal, Espagne, Royaume-Uni du coup, France, Belgique, Luxembourg, Allemagne, République tchèque, Australie, enfin bon bref, Australie, n'importe quoi, Autriche, bon, je vais arrêter de parler parce que je dis de la merde. En gros, il va y avoir un vote, voilà, un peu en mode Koh-Lanta, et du coup, tenez-vous bien, le vote fonctionne à la majorité simple. Donc, bien sûr, un pays égale une voix, et si jamais la majorité est d'accord, alors l'AMM est accordée au niveau européen. Je m'explique. Si jamais sur les 27 pays de l'Union européenne, je sais pas moi, la Bulgarie a dit non, ou peut-être que c'est la Slovaquie, ou peut-être que c'est l'Italie, ou peut-être que c'est la France, ou peut-être que c'est le Pays-Bas, who cares ? Du moment que un pays, d'ailleurs c'est pas forcément un, ça peut être deux, ça peut être trois, du moment que c'est pas la majorité des 27 États, et ben même s'ils sont contre, l'AMM est quand même l'AMM est quand même octroyée au niveau européen et donc au niveau de leur pays. En d'autres termes, si demain un médicament de, je sais pas moi, la Bulgarie ou la Grèce ou l'Allemagne ou la Pologne ou l'Espagne ou la Belgique, ce que vous voulez, propose une AMM, enfin demande une AMM européenne, peut-être que la France va dire thank you, next, j'en ai pas envie.
bah dites-vous que si la majorité des États européens sont quand même d'accord, bah on est quand même obligé de l'accepter. Bon, voilà, chacun est libre d'avoir sa propre politique. Personnellement, je trouve que c'est quand même un peu de manque de souveraineté de toi qui dis non, mais si les voisins sont d'accord, donc t'es obligé de le faire. C'est une copropriété un petit peu trop exigeante, si tu veux mon avis, mais bon, chacun son truc. Donc, il faut garder en tête que l'AMM centralisée, c'est vraiment la loi du tout ou rien. Soit c'est un non, et du coup, c'est personne qui l'a, soit c'est un oui, et c'est tout le monde qui l'a. Et c'est très important de garder ça en tête, l'AMM centralisée va devenir valable pour tous les pays de l'Union européenne. Qu'importe qu'ils aient voté oui ou qu'ils aient voté non, si la majorité est pour, ça s'applique à tout le monde. Au second tour de la dernière présidentielle, il y a eu Macron-Le Pen, il y en a certains qui ont voté Macron, il y en a d'autres qui ont voté Le Pen, c'est quand même Macron pour tout le monde. Là c'est pareil. Si jamais vous votez pour l'un ou vous votez pour l'autre, si le oui domine, vous avez le oui, même si vous avez voté non, et si le non domine, vous avez le non, même si vous avez vous-même voté oui. Ok. Là, peut-être vous êtes en train de vous dire, ce serait quand même bien d'avoir un entre-deux, hein, parce que l'AMM centralisée, c'est pour tout le monde, et c'est peut-être un peu trop vaste, surtout si certains pays sont pas forcément chauds. Et l'AMM nationale, c'est sympa, mais c'est juste, entre guillemets, national. Est-ce qu'il n'existerait pas, Père Castor, un entre-deux? Eh bien, je vous le donne dans le mille, oui, il en existe même deux. La première possibilité, transition de fou furieux, c'est l'AMM dite de reconnaissance mutuelle. Alors, l'AMM de reconnaissance mutuelle permet d'être disponible dans plusieurs pays de l'Union européenne sans pour autant avoir l'AMM centralisée. Comment ça se passe? Un industriel, quand je dis un industriel, ça veut dire une entreprise pharmaceutique, hein, donc je sais pas moi, Sanofi, Pfizer, Johnson, AbbVie, Novo, Eli Lilly, enfin bon bref, vous connaissez la liste. Et même si vous connaissez pas la liste, vous tapez Big Pharma sur internet et vous avez un peu la liste des 10 premières ou des 20 premières ou des 25 premières plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde. Donc, le laboratoire pharmaceutique, peut-être qu'il voudrait avoir un entre-deux, donc être disponible sur plusieurs marchés, et donc, c'est ce que je disais plus tôt, c'est cette procédure de reconnaissance mutuelle. Comment ça marche? L'industriel va avoir d'abord, et c'est ça qui est important, une AMM dans un pays. Donc au niveau de la France, elle aurait été donnée par la NSM, au niveau de l'Allemagne, ça aurait été donné par, je sais pas comment ça s'appelle, au niveau de la Belgique, je sais pas comment ça s'appelle non plus. Bref, il a une AMM nationale, et une fois qu'il a déjà eu l'AMM nationale, en d'autres termes, une fois qu'il a déjà été reconnu par le pays en question, eh bien, il aimerait bien aller ailleurs. En d'autres termes, le laboratoire a déjà obtenu une AMM, une autorisation, une AMM dans un des États membres de l'Union européenne, et il va par la suite vouloir il va vouloir ouvrir d'autres marchés. Donc par exemple, il est déjà en France et il veut être commercialisé en Allemagne, en Slovaquie et en République tchèque. Voilà, c'est tout. Il veut pas toute l'Europe, il veut juste ces trois pays-là. Donc il peut très bien faire une procédure de reconnaissance mutuelle. Étape 1, tu demandes l'AMM au niveau de la NSM, procédure nationale. Et une fois que tu as fini cette AMM procédure nationale, tu passes à l'étape 2 et tu rajoutes une couche, tu fais reconnaissance mutuelle. Donc vous comprenez très bien que la procédure de reconnaissance mutuelle, elle ne peut pas, ça peut pas être la seule procédure que tu fais. Il faut nécessairement qu'il y ait eu déjà une AMM d'avant. Donc le laboratoire va désigner les nouveaux pays dans lesquels il souhaiterait commercialiser son médicament, je sais pas, la Bulgarie, la République tchèque, la Hongrie, ce que tu veux. L'État référent, c'est-à-dire l'État qui a déjà octroyé l'AMM existante, dans notre cas la France, va piloter la procédure, et ensuite les AMM vont être délivrés dans les autres pays par les autorités compétentes de l'autre pays. Donc l'équivalent de l'ANSM en Bulgarie, l'équivalent de l'ANSM en Hongrie, l'équivalent de l'ANSM en République tchèque, en Italie, etc. Et cette AMM-là va être octroyée et valable dans tous ces États membres concernés. Ce n'est pas forcément toute l'Union européenne, c'est dans certains États membres de l'Union européenne. Et c'est le laboratoire qui choisit. On est quand même dans un truc assez sympathique. Et là, on va en profiter pour parler de la dernière grande procédure qu'il faut maîtriser. On a vu la nationale, qui peut juste après donner suite, enfin qui peut être juste après suivie d'une, enfin pas forcément juste après, mais qui peut être suivie d'une procédure de reconnaissance mutuelle. On a vu la procédure centralisée. Et bien maintenant, on va voir la procédure décentralisée. Alors je vous arrête tout de suite, minute papillon. Non, décentralisée, ça ne veut pas dire national. La procédure décentralisée s'applique pour les médicaments qui ne sont pas encore autorisés dans l'Union européenne et qui sont destinés à au moins 2 États membres. En d'autres termes, vous n'avez aucune AMM et vous voulez être présent dans plusieurs États sans pour autant être présent dans tous les États, vous faites une procédure décentralisée. Vous faites plusieurs d'un coup. Vous voulez être présent dans plusieurs pays, mais vous avez déjà une AMM nationale, vous faites une reconnaissance mutuelle. Donc si jamais on peut reprendre un arbre un peu
de réflexion. Vous voulez avoir une AMM. Option 1, vous voulez être présent dans un seul pays. Option 2, vous voulez être présent dans plusieurs pays, mais pas tous les pays de l'Union européenne. Et option 3, vous voulez être présent dans tous les pays de l'Union européenne. Si vous voulez tous les pays de l'Union européenne, il ne faut pas chercher midi 14h, vous faites une procédure centralisée. Si vous voulez être présent uniquement au niveau national, vous faites une procédure nationale. Si vous voulez être présent dans certains pays, 3, 4, 5, 10, what do I know, à ce moment-là, ça dépend. Est-ce que vous avez déjà une autorisation de votre côté? Si oui, vous faites une reconnaissance mutuelle. Sinon, vous faites une procédure décentralisée. Et donc, bien sûr, ces deux procédures-là, reconnaissance mutuelle et décentralisée, permettent d'être disponibles au sein de plusieurs pays, sans pour autant que ce soit tous les pays. Et là, je vais vous poser une question très simple. Enfin, c'est pas une question, c'est une précision, pardon. Quand on a parlé de la procédure centralisée, je dis si vous voulez. Ouais, des fois, c'est pas forcément vous qui décidez. Un truc tout bête, demain je trouve le remède contre le cancer ou contre le VIH, je vais pas faire ma pute en mode bonjour, alors en fait je vais le commercialiser que dans le Luxembourg. Voilà, merci, bisous, abonnez-vous. Bah non. Si tu trouves un truc qui est de la super sauce dans une maladie qui est quand même assez importante, tu peux pas faire l'égoïste et le garder de ton côté. Donc au fait, dans certains cas, tu es obligé de demander une procédure centralisée. Bon, après je pense pas que l'industriel est vraiment à 100 plein en mode « Oh non, j'aurai une autorisation dans un marché de 500 millions de personnes, oh là là, flûte alors ». Bon, je pense que c'est quand même du pain béni d'avoir une AMM centralisée. Mais dans certains cas, tu es obligé de l'avoir. Ou du moins, obligé de la demander. Donc tu peux pas passer par ni une procédure nationale, ni reconnaissance mutuelle, ni... Enfin forcément, tu pourras pas faire une reconnaissance mutuelle parce qu'il n'y aura pas eu la nationale, ni décentralisée. Donc dans quel cas tu es obligé de faire la centralisée? Bon, le truc évident, remède contre le cancer, remède contre le VIH, mais aussi les maladies neurodégénératives, donc tout ce qui est Parkinson, Alzheimer et tout, pour le diabète, pour les maladies auto-immunes, pour les autres dysfonctionnements immunitaires, pour les maladies virales, pour les médicaments orphelins. On rappelle, un médicament orphelin est un médicament qui traite une maladie rare, et une maladie est qualifiée comme étant rare si elle touche moins de 5 personnes sur 10 000 ou moins de 1 personne sur 2000 dans l'Union européenne. C'est également le cas, donc tu es obligé d'avoir tu es obligé de demander la procédure centralisée, donc pour les médicaments orphelins, pour les médicaments de thérapie innovante, les médicaments de thérapie innovante qui regroupent la thérapie génique, la thérapie cellulaire et les produits d'ingénierie tissulaire, et pour les médicaments issus de la biotechnologie. Bon, c'est pas pour dire, mais la liste est quand même assez longue. Et justement, en fait, la grande majorité des nouveaux médicaments, soit sont des biotechnologies, soit des médicaments thérapie innovantes, soit des médicaments orphelins, soit des médicaments qui contiennent une substance active entièrement nouvelle et indiquée dans le traitement du syndrome d'immunodéficience acquise, des cancers, d'une maladie neurodégénérative, du diabète, des maladies auto-immunes et des autres dysfonctionnements immunitaires ainsi que des maladies virales. Bon, on est sur une liste qui est quand même bien fat, donc la grande majorité des nouveaux médicaments qui arrivent sur le marché se retrouvent un peu contraints, bon je mets contraints entre guillemets, de devoir demander une procédure centralisée. Je mets contraint entre guillemets, parce que c'est comme si je te dis « Allez, tu es contraint d'accepter 10 000 euros ». Je me dis « Ah non, flûte ». Bon, ça leur permet d'avoir plus de marché, donc je ne pense pas que ce soit la fin du monde, mais l'AMM centralisée peut être demandée quand tu n'es pas dans une de ces cas, dans ces cases-là, en mode « Hé, j'ai trouvé un super truc pour les maux de ventre, tu veux bien l'accorder dans tous les pays ?» Ok, d'accord, vas-y, pourquoi pas. Par contre, si tu trouves « Hé, j'ai trouvé un super truc qui soigne le diabète », hop, tu es obligé de le mettre pour tout le monde. Tu peux pas garder une innovation comme ça aussi importante de ton côté. Donc, on récapitule une bonne fois pour toutes, l'AMM nationale accordée par l'ANSM, l'AMM centralisée accordée à la suite d'un vote au sein de la Commission européenne qui fait suite à l'avis de l'EMA, European Medicines Agency, et qui elle-même a été rendue possible grâce grâce au comité de l'EMA à proprement parler qui fait cette évaluation, donc c'est le CHMP, Committee for Human Medicinal Products for Human Use. On a l'AMM de reconnaissance mutuelle qui fait suite à une reconnaissance nationale, donc qui fait suite à une procédure nationale, pardon. Et on a la dernière possibilité de faire plusieurs États d'un coup, sans pour autant que ce soit tous les États, c'est la procédure décentralisée. Voilà donc pour les quatre grandes procédures d'AMM, donc centralisée, nationale, décentralisée, reconnaissance mutuelle. Et là, permettez-moi de faire un super hors-sujet, parce que j'aime bien. Permettez-moi de vous poser une question peut-être un peu intime. Lorsque vous matchez avec quelqu'un sur Tinder, est-ce que vous êtes obligé de vous marier avec cette personne et de vivre toute votre vie avec cette personne? La réponse est évidemment non. Ouais, mais t'as matché. Oui, d'accord, on a matché, mais on n'est pas obligé d'être ensemble toute la vie. Vous avez fait un premier date avec quelqu'un. Est-ce que vous êtes obligé de vous marier? Non. Oui, mais t'as fait un premier date. Oui, d'accord, j'avais dit oui la première fois, mais on n'est pas obligé de se marier pour autant. Pour la même, c'est pareil. On vous donne un oui, on vous donne votre autorisation d'être mis sur le marché, bravo champion,
Est-ce que parce que je t'ai dit oui un jour, ça doit être un oui pour toujours? Non. Bon, on enlève le oui du mariage, parce que le principe c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Bon bref, à l'exception du mariage, on va dire, un oui, ça se donne et ça s'enlève. C'est comme le consentement. Donc, en d'autres termes, l'AMM, on vous la donne, ok, bravo champion, que ce soit au niveau national, au niveau européen, au niveau de plusieurs pays, bref. Mais en aucun cas, c'est du pain béni pour toute la vie. Il faut que vous soyez méritant pour continuer à avoir ce oui. Et c'est ce qui fait qu'il va y avoir une vigilance, il va y avoir une surveillance. Quand on soit d'accord, là pour le coup, je reste que sur les médicaments, hein. Je vous demande pas d'aller surveiller les personnes avec qui vous sortez. Mais en d'autres termes, vous avez une autorisation de mise sur le marché parce que vous avez montré un super dossier avec la qualité, la sécurité, l'efficacité, tout est très bien. Mais si jamais en cours de route, pendant votre mise sur le marché, il y a pas mal de couilles qui se passent, pop, minute papillon, on te le retire. Et là vous allez me dire, attends, c'est possible. On peut retirer une autorisation de mise sur le marché. Et là je vais vous répondre, évidemment que oui. Un exemple tout bête, j'en ai parlé dans cet épisode même, le Mediator, il a fait des milliers de morts. Vous pouvez être sûr que le Mediator là, vous n'allez pas le trouver sur le marché en France. Donc, il a eu l'autorisation de mise sur le marché, oui, et après il ne l'a plus. Il y a des médicaments qui ont une autorisation de mise sur le marché qui reste à peine une année, et puis après on voit qu'il y a un problème lié à la production, qu'il y a un effet indésirable qu'on n'avait pas prévu, qu'il y a une problématique X ou Y, et on le retire. Et donc, nécessairement, cette étape de vigilance doit être absolument importante pour une raison très simple. Une raison, bon, pour plusieurs raisons en vérité, hein, mais la première raison qui me vient en tête, c'est une raison purement mathématique et statistique. Je m'explique, vous avez fait des essais cliniques, d'accord. Oui, mais pendant les essais cliniques, tout s'est bien passé. Ok, fine. Mais ça s'est bien passé sur qui? C'est toi qui as fait, tes petits échantillons, t'as pris des essais de phase 1 avec une petite dizaine de personnes, les essais de phase 2, il y en avait un peu plus, les essais de phase 3, il y avait plusieurs centaines de personnes. Il y avait 1000, 2000, 3000, 4000 personnes. Ok, c'est bien, c'est très bien. Mais une fois que tu seras dans la vraie vie, une fois que tu seras disponible dans toutes les pharmacies de France, voire d'Europe, ou dans plusieurs pays du moins, tu vas passer au travers de milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers, de millions, enfin après ça dépend de la maladie bien sûr, de personnes. Donc peut-être que sur ton échantillon de 2000 personnes, tout allait bien dans le meilleur des mondes, c'était les Teletubbies, en mode ouais, c'est génial. Mais peut-être que lorsque tu vas commencer à être pris par 1 million de personnes, il va y avoir quelque chose que tu n'avais pas prévu. Les statistiques sont cruelles, hein, mais si jamais vous avez un effet indésirable qui n'arrive qu'une fois sur, je sais pas, sur 100 000 personnes, bah si vous êtes sur un échantillon de 2000 personnes, vous pouvez éventuellement l'observer, mais c'est peu probable. Par contre, quand vous commencez à rentrer sur une population très très grande, bah vous commencez à faire la roulette russe. Plus il y a une population importante, plus le risque d'avoir un effet qui soit de faible fréquence augmente. C'est des calculs d'incidence et de fréquence assez banals. Donc, quand la taille va augmenter, ben peut-être qu'il y aura un effet indésirable que je n'avais pas vu. Ah, il y avait une interaction médicamenteuse que je n'avais pas prise en compte. Ah, je n'avais pas prévu que la femme enceinte allait avoir ce profil-là parce que j'ai pas fait suffisamment d'études pour la femme enceinte. Ah, j'avais pas prévu que pour une personne qui est en insuffisance rénale terminale, il puisse y avoir ce genre d'effet indésirable. Ah, j'avais pas prévu qu'il peut y avoir un effet de détournement, de mésusage ou de dépendance qui se crée vis-à-vis de ma substance. Bon, ça par contre, si t'as pas prévu que tu peux créer de la dépendance, ça c'est quand même un peu gros, hein. Mais bon, bref, on rentre dans la vraie vie. On n'est plus dans le monde policé de Disney, dans les essais cliniques, en mode ouais, tout est bien, tout est beau, tout est contrôlé avec des petits tableaux Excel. On est dans la vraie vie. Les gens oublient de prendre leurs médicaments, les gens font des mauvais usages, les gens font des interactions médicamenteuses. Et donc, dans cette vraie vie-là, il peut y avoir des choses qu'on n'avait pas vues, ou qu'on n'avait pas prévues, ou qu'on n'a pas pu observer tout simplement. Et donc, il faut voir comment ça se passe. L'exemple tout bête, le Mediator. Tu vends un médicament, tu vois qu'il fait des milliers de morts, qu'il est mal utilisé. Et ben ça aussi, par exemple, il fallait prévoir qu'il va y avoir un risque de prescription hors AMM. Bref, les risques sont multiples et il peut y avoir plusieurs choses qui se passent mal. Et donc, il faut qu'il y ait cette étape de vigilance vis-à-vis du médicament, vigilance vis-à-vis de la pharmaco, c'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance. Et d'ailleurs, la pharmacovigilance, ou PV pour les intimes, hein, les acronymes, c'est ce qu'on appelle la phase 4. C'est ce qu'on appelle la phase post-AMM. Donc j'ai fait une phase 1, d'accord, j'ai fait une phase 2, d'accord, j'ai fait une phase 3, d'accord, je demande l'AMM, j'ai eu l'AMM, oh, jour de joie, mais je dois continuer à être surveillé. Donc la phase 1, c'est les premiers encarts, la phase 2, vous êtes fiancé, la phase 3, vous êtes juste avant le mariage, l'AMM, vous êtes marié. Ah, super. Est-ce que pour autant tous les efforts s'arrêtent? Non. C'est le début de la mise sur le marché, c'est le début du mariage. Et donc il faut continuer à faire des efforts tout au long. Et quand vous faites plus d'efforts, bah, il peut y avoir un divorce.
Putain, c'est vraiment horrible ce que je viens de dire, hein. Je retire. Je retire cette phrase, pardon. C'était juste pour expliquer qu'il faut qu'il y ait cette étape de vigilance tout au long du cycle de vie du médicament pour pouvoir conserver cet AMM. Donc il faut déclarer les effets indésirables, il faut faire des rapports réguliers de pharmacovigilance, il faut bien sûr faire un suivi assez précis là-dessus, et ne vous en faites pas, il va y avoir un cours particulièrement dédié sur la pharmacovigilance et la gestion des effets indésirables. Et d'ailleurs, pour parler, donc on a parlé du Mediator, le Mediator, il a commencé à être commercialisé en France en 1976. Ça fait quand même un petit peu de temps. Donc, il faut qu'il puisse y avoir une réévaluation du rapport bénéfice sur risque. Pareil, hein, le rapport bénéfice-risque, il y aura un cours là-dessus. Mais bon, je veux dire, la réponse est un peu dans le non. Le rapport bénéfice sur risque, est-ce que le bénéfice est supérieur au risque? Est-ce que ça vaut le coup de prendre le médicament? Si le bénéfice c'est j'ai enlevé le cancer, mais le risque c'est je crée un cancer dans 15 ans, si la personne, si vous ne lui donnez pas le médicament, elle va mourir dans les 3 mois, peut-être qu'on peut y penser. Par contre, si le bénéfice c'est j'arrête d'avoir mal à la tête et le risque c'est je crée un cancer, là c'est hors de question. Donc il n'y a pas de risque tout court, il y a toujours le rapport bénéfice sur risque, ça dépend bien sûr du risque de la maladie pour cette personne, pour ce patient, à cet âge-là, pour ses indications, etc. Donc la réévaluation du rapport bénéfice-risque, c'est surtout le cas pour les AMM nationales qui sont un peu vieilles. On t'a donné l'AMM il y a un peu de temps, papy, ok, très bien. Maintenant, il s'agirait quand même de vérifier si jamais tu mérites toujours cette AMM. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu spécial. Donc il y a une commission spécifique de réévaluation du rapport bénéfice-risque pour les vieilles AMM nationales. Et donc ça concerne qui? Ça concerne quoi plutôt? Ça concerne les vieux produits nationaux à pharmacovigilance inquiétante. Voilà, on n'est pas terrible. Donc il faut bien sûr prioriser selon le risque. Et c'est un dossier qui peut être demandé à l'entreprise par l'ANSM en mode vous pouvez bien nous faire un petit rapport histoire de voir un peu quand vous en portez. Et donc, bien sûr, à la fin, il peut y avoir plusieurs possibilités. Soit tu maintiens l'AMM, soit on modifie l'AMM. Donc, on va modifier le résumé des caractéristiques du produit, le RCP. Là encore, il y aura un cours là-dessus. On peut modifier les conditions de prescription. Donc, on peut faire un petit peu de restriction. Donc, je te garde ton autorisation de mise sur le marché, mais je viens plus ou moins modifier les contours. Soit je peux carrément te le retirer. Donc, oui, le retrait de l'AMM, ce n'est pas une blague, ça arrive. On peut dire oui, et juste après, on peut dire non. Et à nouveau, c'est comme le consentement. Bien, on aura vu dans cet épisode les 4 principales procédures d'AMM, centralisée, décentralisée, reconnaissance mutuelle et bien sûr nationale. On aura parlé de l'ANSM et de l'EMA, et on aura parlé un petit peu également de la pharmacovigilance. Dans le cours d'après, on va parler des procédures spécifiques d'AMM, donc les procédures dérogatoires, les procédures incitatives, les procédures de fin de brevet, et enfin les procédures simplifiées. Et une fois qu'on aura fini de parler dans le cours qui suit en ICM sur la fin de l'AMM, on commencera à parler de la fixation du remboursement et de la fixation du prix des médicaments, pour enfin finir cette super saga sur le cycle de vie des médicaments qui a commencé déjà avec le criblage moléculaire et qui finit avec la fixation du prix. J'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à poser des questions ou à envoyer des recommandations ou quoi que ce soit, même un petit message, ça fait toujours plaisir, sur Instagram, passe.ta.passe. On s'abonne et on active la cloche pour être sûr d'avoir le prochain épisode. Et en attendant de vous parler très prochainement, je vous souhaite bon courage et je vous fais des bisous. Salut!